Salut à vous, c'est Anthony, je vous présente David. Aujourd'hui, je voulais vous présenter David, une personne super inspirante pour moi, mon maître du massage thaï. Je sais pas, on a déjà discuté de mentors. Je crois qu'on a tous besoin de mentors ou voilà, d'images, de personnes qu'on aimerait bien, à qui on aimerait bien ressembler. Et ben voilà, David, c'est une personne sur tout un tas d'aspects, pas tous, hein, mais tout un tas d'aspects où, pour lesquels, pas comme les cheveux, bah tu sais, je crois que je vais y avoir droit bientôt, hein. D'ailleurs, j'y avais déjà droit, mais je suis revenu à un truc un peu plus classique. Et voilà, je voulais vous le présenter, parce que pour moi, c'est vraiment un mentor et c'est quelqu'un avec qui, que j'ai connu dans le cadre du massage thaï. Même si au final j'ai pas suivi beaucoup de formations avec toi, mais ça on en parlera un petit peu. Et puis je me rends compte à chaque fois qu'on se voit que il y a plein de points communs comme le voyage en vélo, Vipassana, le yoga, la méditation, bah, du coup le massage thaï, et puis l'intérêt pour la transmission. Du coup bah merci David d'être là. Avec plaisir, bonjour à tous. On est on est dans le cadre d'une formation là dans ton école, l'Uliali, à côté d'Avignon, à Sainte-Cécile-les-Vignes, c'est le 84 encore 84 encore, 84. Ouais, Vaucluse. Et du coup, on profite de la pause entre midi et deux pour se faire cette petite interview. À la place de la sieste. À la place de la sieste. On va essayer de faire vite. Du coup, est-ce que déjà tu pourrais te présenter en quelques dates ou en quelques. Comme tu le souhaites. Moi, j'ai un parcours où j'ai d'abord travaillé pendant 5 ans à la bourse, enfin en tout cas dans une banque sur le secteur boursier. Et puis en 1998, j'ai démissionné et je suis parti faire une partie du tour du monde en vélo. Pendant 2 ans, je suis parti du Yémen, je suis allé jusqu'en Australie. Tout seul? Tout seul. Okay. Et enfin bon, j'avais un manque de spiritualité, j'ai envie de dire, dans ma vie. C'est aussi ça qui m'a amené à démissionner. Et donc je suis parti vers l'Inde. Et puis quand je suis arrivé en Inde, en fait, je m'éclatais tellement en vélo que j'ai fait une deuxième année jusqu'en Australie. Et puis là, la deuxième année, j'avais un but puisque j'ai amené le drapeau tibétain jusqu'aux Jeux Olympiques de Sydney. Okay. Où je l'ai donné au Comité international olympique pour promouvoir la cause tibétaine. Voilà, et donc quand j'ai traversé l'Inde, j'ai découvert le yoga. Par hasard, je suis tombé sur un bouquin d'Iyengar, et puis j'ai commencé tout seul dans ma guest house à faire un peu des postures, ça m'amusait. Et puis après, je suis allé voir un prof, j'ai commencé à faire des cours, et puis au bout de 2 ans, de vélo, j'avais l'impression d'avoir compris ce que je devais comprendre, et donc je suis retourné vivre en Inde pendant encore 2 bonnes années, où j'ai fait beaucoup de yoga. Et puis du yoga, je suis passé naturellement, ça m'a amené vers la méditation, Vipassana. Et puis aussi, j'ai voulu apprendre les méridiens d'énergie pour savoir quel méridien j'ai tiré quand je faisais tel et tel asana en yoga. Et donc j'ai entendu parler de quelqu'un qui enseignait le shiatsu dans le nord de l'Inde. Et je suis parti faire un cours de shiatsu. Et là, la première fois que j'ai touché un corps, j'ai dit c'est ça que je veux faire maintenant. Et voilà, j'ai continué un peu avec le shiatsu. Et puis j'ai rencontré des gens qui venaient de Thaïlande, qui venaient du massage thaï. J'ai trouvé ça très très inspirant, très puissant, très thérapeutique, très créatif, très complet, avec les racines du thaï que sont le bouddhisme d'un côté, donc la méditation, et puis le yoga de l'autre. Ça m'allait parfaitement. Donc, je suis parti en Thaïlande apprendre avec Ajahn Chayut et Ashokananda, les 2 maîtres principaux que j'ai eu en massage thaï. C'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2001. 2001, 2002, 2003. Et puis, après, rapidement, j'ai voulu aussi en savoir un peu plus sur le corps qu'on a. Mon esprit occidental voulait apprendre l'anatomie, la physio, la biomécanique. Donc, je suis rentré à Paris pour faire une école d'ostéopathie. Et puis, je
commencé à mixer tout ça, quoi. Je voulais pas, moi, travailler que sur table, devenir que ostéopathe, ça m'intéressait pas trop. J'avais vraiment cet appel du sol et du travail avec tellement plus de créativité, de possibilités en massage taille que, en fait, tout ce que j'apprenais sur table, je l'ai ramené au sol. Et c'est comme ça que petit à petit est né l'ostéotaille. L'ostéotaille, c'est 2008. Et voilà. Et Déjà. puis, ouais. 2008. Ah ouais, moi, ça a été très vite, quoi. Enfin, quand je prends quelque chose, je vais à fond dedans. Et puis, donc ça, voilà, ça a duré jusqu'à 2011, puisque 2008 à 2011, à peu près, je travaillais avec un copain, Arnaud, là, qui en avait monté l'ostéotaille. Et puis après, on s'est séparés. Et moi, en 2011, je suis tombé très malade. J'ai eu un typhus que j'ai attrapé au Laos. Et je pense que ça a été un nouveau point de départ aussi pour moi. C'est le moment où globalement, j'ai commencé à créer mon école, Luliani, donc une école de massage taille et d'ostéotaille. Et puis depuis, c'est en constante évolution. Donc il y a des cours qui se créent, qui se montent en fonction de mes aspirations. Et donc aujourd'hui, je forme les gens au massage taille d'abord. Et puis une fois qu'ils veulent continuer, ils peuvent faire de l'ostéotaille, qui est donc une intégration de principes et de techniques ostéopathiques dans du massage taille. Ok, trop bien. De toute façon, on va en parler de cette école, parce que on n'est pas venu là. Je regarde juste si ça tourne. Ouais. Non, parce qu'il faut. On est là, on va discuter pendant un quart d'heure, et puis après, il faut recommencer, et puis du coup, c'est moins naturel. Ok, j'ai 2-3 questions par rapport déjà à cette présentation. C'est quoi ce qui t'a fait quitter le milieu de la bourse? Il y a eu un déclic, c'était... Il y a eu un déclic, ouais. Enfin, pendant plusieurs années, j'ai eu un manque spirituel qui est monté, j'ai envie de dire. Je me suis me demandé un peu à quoi bon, quoi. Voilà, j'étais à Paris, dans une banque, je gagnais bien ma vie. Puis je me disais, mais c'est pas là, la vie, ça va être ça. Je vais me retrouver, je vais me marier avec quelqu'un, je vais acheter une baraque. Et puis je vais prendre ma retraite. Et puis, non, la vie, ça peut pas être que ça, quoi. C'est pas possible, il va y avoir autre chose. Donc ça, c'est monté, c'est un désir qui est monté petit à petit. Et puis... à l'époque, je faisais déjà un petit peu de vélo et j'étais parti en Syrie, faire la Syrie en vélo. Et j'ai eu un accident de vélo là-bas où je me suis fait très mal à l'épaule. Et donc, je suis rentré en France, je bossais toujours à la bourse, je ne pouvais plus faire de sport, je faisais beaucoup de sport à l'époque. Et donc, je dormais mal aussi parce que quand tu as l'épaule, dès que tu te tournes, ça te réveille. Et en fait, un jour au boulot, il y a un stagiaire qui était là et qui m'a un peu cherché et j'ai mis mon poing sur la gueule. Ouais. Et là, je me suis dit... c'est pas possible là, il faut faire quelque chose. C'est un signe qu'il faut bouger. Parce que j'ai jamais frappé personne, ça m'est jamais arrivé. Et donc là, j'ai pris la décision de démissionner. Ok. Et 6 mois plus tard, j'étais parti. Ok. Voilà. Et donc j'avais beaucoup voyagé en Amérique du Sud avant, et du coup, je me suis dit, bon, bah là, si je pars, je voulais pas partir en avion directement, je me suis dit, je vais partir en vélo, et puis c'était l'hiver, donc je ne voulais pas traverser toute l'Europe en hiver, donc je suis parti du Yémen, ce qui honnêtement n'était pas peut-être la meilleure des destinations. Enfin, c'était un pays magnifique, mais c'était très dur. Physiquement déjà, parce que ça monte et ça descend de fou, avec des routes toutes pourries. Et puis c'était le ramadan, donc il fallait un peu se cacher pour manger, pour boire dans la journée. Ça n'a pas été commode, mais c'était très beau. Puis c'était le départ. L'aventure, quoi. Et du coup, moi, ça résonne un peu avec mon histoire, parce que moi, j'étais ingé pendant 18 ans dans un gros groupe industriel, et du coup, il y a eu aussi un déclic qui a fait que, je pense que, un peu comme toi, je voulais retrouver du sens à ce que je faisais, quoi, ce que je vivais. Et tu disais aussi qu'au bout de 2 ans, t'avais eu l'impression d'avoir fait le tour. Je suis arrivé en Australie, si tu veux, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Donc j'avais donné ce drapeau, toute la 2e année, je voyageais avec le drapeau tibétain et je récoltais des fonds pour une organisation pour les réfugiés politiques tibétains. Ça, c'était fini, donc il y avait soit je continuais pour dire que j'ai vraiment fait le tour du monde, ce qui est en fait une expression qui ne veut absolument rien dire. Mais moi, je me suis dit, là, c'est bon, ça fait 2 ans, j'ai à peu près compris ce que je devais comprendre.
j'avais envie de me poser, j'avais envie d'arrêter de bouger tout le temps, tout le temps. Et du coup, voilà, je me suis dit non, l'Inde me manquait, vraiment. La première fois que j'ai quitté l'Inde, j'étais tellement heureux de quitter l'Inde, j'en pouvais plus. Et au bout de 2-3 jours, j'étais en Thaïlande et j'avais qu'une envie, c'était de retourner en Inde. Ah ouais. Ouais. Et du coup, voilà, l'Inde me manquait, je suis reparti en Inde et puis je suis allé me mettre au départ dans l'ashram Shivananda, là, dans le Kerala. Et puis voilà, j'ai commencé à rentrer dedans, 6-7 heures de yoga par jour, et puis ben, mon corps s'est adapté, transformé. Enfin, c'était un peu comme si tout mon voyage en vélo a été un voyage horizontal et qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire du yoga, j'ai voyagé un peu plus verticalement. Ok. Voilà. Ah, c'est intéressant, on va y revenir parce que tu en parlais déjà ce matin et puis tu as une notion que moi j'ai déjà vue, enfin que je peux pratiquer dans mes soins, entre autres dans le massage time, mais aussi à côté. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu quand je t'ai rencontré, cette notion de, voilà, de verticalité, de cette connexion avec la terre, de cette connexion avec le ciel, et qu'on est au centre. Et voilà, il y a tout un tas de choses que j'aimerais bien partager avec toi. Du coup, quand tu disais que quand tu as touché un corps la première fois, la shiatsu, tu as eu l'impression que ça y est, tu voulais faire que ça, tu as eu l'impression que c'était le sens de ta vie que tu avais Ah trouvé, oui, ou... j'ai trouvé qu'en tout cas ça avait du sens. Ben, quand j'étais à la banque, si tu veux, je faisais de l'argent avec de l'argent, quoi. Et donc je me suis aussi questionné, je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie, vraiment, c'est pas très gratifiant, quoi, quelque part. Même si cette période a été super pour moi et elle m'a permis après de passer plusieurs années sans travailler et de pouvoir suivre des formations et aller chercher ce que j'avais envie de trouver. Ouais. Mais ouais, quand j'ai touché un corps, j'ai dit mais ça, ouais, ça me plaît, j'ai envie de faire ça, quoi. Puis je sentais que voilà, dans mes mains, ça m'appelait, je sentais que je me débrouillais bien, quoi. Et donc encore une fois, j'ai plongé dedans, quoi. J'ai commencé tout le temps. Enfin, je fais mon premier cours de shiatsu, ça durait 1 mois, et puis j'ai enchaîné dans la foulée. Et puis tous les gens que je trouvais, je les allongeais, je pratiquais, quoi. Ouais. Et donc j'étais passionné. Mm. Et puis après, les choses se sont mises en place toutes seules, quoi. Ouais. Mais avec toujours à la fois cette partie aussi spirituelle du toucher. En tout cas, ouais. Cette partie spirituelle, c'est-à-dire? Ben, c'était pas que un côté thérapeutique, j'ai mal, je vais te faire du bien, etc., quoi. Il y avait tout le côté aussi derrière où on faisait de la méditation, on faisait du qigong ou du yoga, on travaillait sur soi. Enfin, c'est un travail sur soi. Ah ouais. Pourquoi est-ce que vous voulez faire du massage thaï, quoi? Et les élèves sont toujours là, parce que je veux aider les autres, parce que je veux soigner les autres, parce que ceci, cela. Et lui, sa réponse est toujours la même. Il dit, Thai massage to heal yourself, hein, pour soigner, pour vous soigner vous-même, quoi. Et c'est vrai que quand on rentre dans ce milieu un peu thérapeutique, ben on se rend compte que en fait tout ce qu'on fait, c'est souvent par rapport à soi. Et on a plein de choses nous-mêmes à venir soigner. Et plus on va soigner, plus on avance, plus on va être capable aussi d'accompagner finalement la personne qui vient nous voir, quoi. Donc c'est en ça que le massage thaï, pour moi, est un chemin de vie, c'est une ouverture du cœur, le massage thaï, on dit souvent, le massage thaï, c'est pas un massage et c'est pas thaï. C'est pas thaï parce que déjà ça vient au départ de l'Inde, et puis c'est pas un massage parce que c'est tellement plus qu'un massage. Et donc quand on avance sur ce chemin, ben, on se rend compte que plus il se passe de choses en nous, plus on grandit, plus on a un niveau de conscience aussi qui s'élève, plus on a le cœur qui s'ouvre, et plus il va se passer de choses sur le matelas. Hein, pour moi, vraiment la chose la plus révélatrice à ce niveau-là, j'ai envie de dire, c'est quand j'ai eu mon premier fils. J'ai eu mon premier fils, j'avais décidé, enfin c'était vraiment, moi je m'en faisais une joie, et j'ai eu mon premier fils à 44 ans,
Donc j'ai toujours adoré les enfants, et puis voilà, quand il arrive, je me suis dit, ouais, je veux prendre du temps, je vais être avec lui pendant 6 mois, je fais rien, je ne donne pas de traitement, j'arrête. Et donc voilà, je me suis juste occupé de lui, enfin, comme on peut s'occuper d'un nouveau-né. Et quand j'ai recommencé à donner des traitements par la suite, donc j'avais rien fait pendant 6 mois, mes mains elles percevaient des choses que je n'avais jamais perçues avant. Et il se passait beaucoup plus de choses dans les traitements et tout. Et donc je voyais bien à quel point j'ai eu une ouverture du cœur au moment de la naissance de mon fils, et que ça s'est retranscrit dans les massages. Et c'est pour ça que la technique c'est super, mais c'est d'abord tous les principes d'être. D'abord les principes d'être. Et on n'est pas des techniciens, quoi. On ne fait pas de la mécanique, encore que même je pense qu'un mécanicien, quand il est bien centré, il fait un travail tout différent de quelque chose qui serait plus robotique, quelque part. Mais voilà, on travaille avec la biomécanique. La bio, c'est le vivant c'est les émotions, c'est tout ce qui touche à l'humain. Et ça, donc, ça vient toucher les principes d'être. Donc, quel est notre niveau de présence, quel est notre niveau d'attention, d'intention, ce sont toutes des questions auxquelles il faut réfléchir. Et plus on va développer ce niveau de présence, plus on va pouvoir quelque part servir l'autre. Ouais, c'est ce que tu disais ce matin, quoi. Être au service, être disponible. Et puis ce que j'ai apprécié aussi dans ce que tu nous partages souvent, c'est ton côté où on n'est pas là pour soigner la douleur de l'autre, quoi. Non, on n'est pas là pour ça. La douleur de l'autre, elle appartient à l'autre, quoi. On est là pour passer un moment. Alors bien sûr, on dit souvent, on va ramener les forces de vie ensemble. Voilà. Moi, ce qui m'importe vraiment et ce que je retiens de mon parcours ostéopathique, et surtout par la suite, parce qu'en école on n'apprend jamais ça, mais quand on a accès après déjà il suffit de relire les pionniers de l'ostéopathie, mais en France on a la chance qu'on a vraiment des ostéopathes qui ont 40 ans de bouteille et qui pour certains ont aussi travaillé beaucoup sur eux, sont humains, sont généreux, sont disponibles. Et la philosophie de l'ostéopathie, c'est vraiment ça, comme disait Steve, on travaille avec la santé, on ne travaille pas avec la maladie. La maladie, tout le monde peut la trouver. Et quand on travaille avec la santé, du coup, on ne se focalise pas nécessairement quand le patient vient me voir sur la douleur, sur un blocage, sur ceci, sur cela. Moi, quand je prends les gens, j'essaie de me dire, mais où est-ce qu'elle est la vie, là, dans ce corps? Et comment est-ce qu'on va pouvoir trouver les ressources et faire en sorte que ces ressources de vie, elles puissent se répandre partout dans le corps. Et du coup, on travaille complètement différemment que si tu es là, tu dis, attends, ce genou, là, il faut que je le bouge dans tous les sens parce que l'artère est bloquée, parce que je ne sais quoi ou je ne sais quoi. Bien sûr qu'on va s'occuper d'un genou quand le patient va venir nous voir avec le genou, mais si on s'occupe chez lui de la vie, de la lumière, de la ressource, c'est complètement différent que si on s'occupe chez lui que de sa maladie et de sa douleur et de sa problématique. C'est comme dans certaines problématiques, des blessures ou des peurs ou autres qu'on a pu avoir, certaines pathologies, quand on focalise que dessus, en fait on y met de la place et ça prend peut-être de la place peut-être un peu démesurée par rapport à ce que ça pourrait réellement être. C'est une philosophie, c'est une conduite différente, une intention différente de travail. Mais qui change pour moi du tout au tout. Ce qui peut se passer et ce qu'on peut offrir à un patient. Après, le but c'est de remettre en route ces choses-là, que l'homéostasie se fasse. Et on sait bien que l'homéostasie, quand elle se remet en route, c'est ça qui va soigner le patient, soit qui va le guérir. D'accord ? Mais après, il faut arriver à sortir de cette obligation de résultat qu'on se met parfois, de cette pression par rapport au résultat. Nous, on a une obligation de moyens, une obligation de compétences, on va pouvoir dire. Compétences à la fois peut-être techniques, un petit peu, bien sûr, puisque la technique, c'est aussi un geste précis, c'est aussi quelque chose qui s'acquiert. Mais on a surtout à mettre en place une écoute et une relation.
avoir l'humilité d'être dans l'écoute, et d'abord une écoute par rapport à soi, puisque la première relation qu'on va créer, elle est par rapport à soi. Et puis une fois que cette relation à soi, elle a été créée, on va pouvoir entrer en relation avec l'autre. Ouais. Et en relation avec l'univers d'une façon plus générale. Donc pour moi, c'est une bonne définition de l'ostéopathie, où il y a à la fois de l'écoute et ce côté relationnel, avec ces 3 niveaux, et puis aussi un côté technique, où on va demander un geste précis, un toucher spécifique. Donc les deux viennent ensemble, mais avec d'abord des principes d'être qui me semblent pour moi primordiaux. Ok. Du coup, toi, aujourd'hui, dans ce que tu fais, il y a du massage taille traditionnel, il y a du massage taille dynamique, il y a de l'ostéo-taille. Est-ce que tu peux l'expliquer en 2 mots Bon, bah, en tout cas, dans le parcours que j'enseigne à l'école, oui, je forme d'abord les gens en massage taille. D'accord. Et donc, en Thaïlande, il y a à peu près un cours de débutant, c'est 10-12 jours, donc ici, qui se répartit entre massage taille 1 et massage taille 2 fois 5 jours, où les gens apprennent la base du massage taille, donc une séquence qui fait à peu près 2h30 à 3h, je pense, en tout, si on l'a fait tranquillement. Et puis ça, c'est leur premier bagage. Après, s'ils veulent continuer, eh ben, ils peuvent continuer avec 2 cours qu'ils ont possibles. Un cours où on va apprendre à accélérer, donc c'est ce que j'appelle le dynamic Thai massage, un massage très rythmique, où il va y avoir beaucoup de balancements, on va rentrer presque dans une transe, et c'est un hommage à mon maître qui m'a principalement inspiré, à Jen Chayut. Et puis de l'autre côté, il y a un autre cours où on va apprendre à décélérer. Parce qu'il nous faut les deux. Il nous faut les deux pour être en bonne santé, je pense. Il faut être capable d'accélérer et il faut être capable de décélérer. Quand on décélère, et surtout dans le lien avec le toucher, c'est vraiment important. Qu'on puisse se poser, être capable d'être plus tranquille. Et quand on décélère, on va, dans la main, sentir des choses qu'on ne sent pas si on est dans un état d'excitation ou de non-présence. Donc il y a ces 2 cours qui pour moi sont une sorte de yin-yang, quoi, ou qui vont se compléter, et où on va, voilà, comme je l'ai dit, où la méditation qui est la racine du massage taille. Le massage taille, on dit souvent que c'est de la méditation en mouvement, mais c'est à la fois une méditation en mouvement où on fait attention à l'ici et à maintenant et à chaque pas à pas, mais c'est aussi une méditation qui a trait avec ce qu'on appelle le méta. La bienveillance en pali, où le donneur va distribuer et envoyer de la bienveillance, de la compassion vers le receveur. Donc la méditation, le silence et le toucher, pour moi, il y a une triptyque qui est très intéressante, et où on va pouvoir développer justement les qualités de cette main, parce que finalement, ce que je cherche, moi, dans l'école, et notamment au niveau ostéo-taille, c'est le développement de la multidimensionnalité de la main. Comment est-ce qu'on touche la réalité de la structure osseuse dans le corps? Comment est-ce qu'on touche la réalité fluidique dans le corps? Comment est-ce qu'on touche la réalité énergétique? Et ça, la main, elle va réagir de façon différente. Elle ne se positionne pas de la même façon. On ne travaille pas de la même façon si je travaille avec un liquide dans le corps ou si je travaille avec une structure osseuse. Et il faut essayer de développer toutes ces choses-là. Donc, moi, je l'ai appelé, on l'a appelé, puisque je travaille aussi avec Jörg, au niveau, un ami qui est aussi ostéo et en Suisse. Donc, on a mis ça en place ensemble, donc il faut le respecter. Mais on a finalement développé un peu un toucher feu, où justement on va mobiliser beaucoup la structure osseuse, et puis un toucher eau, où on va bien travailler plus avec les liquides, avec les fascias, avec les organes internes, et puis un toucher air, où au contraire on va appréhender la réalité énergétique du corps. Même si forcément dans le corps tout est imbriqué. Pédagogiquement on essaye un peu de différencier tout ça. En termes de massage taille, on va plutôt avoir un toucher terre, quoi, un toucher qui rentre profond, qui enracine, donc l'école, oui, le but de l'école, c'est un peu ça, que les gens, quand ils sortent, ils puissent, chez leurs patients, rentrer en contact avec ces différentes réalités, quoi. Parce que trop souvent, dans le monde ostéopathique, on voit des ostéos qui travaillent très bien, qui sont très spécifiques, souvent. Mais ils savent faire les liquides, ça, ils savent très bien faire. Ouais. Mais à côté, ils ne savent pas travailler.
et donc, ou moins bien. Et donc c'est important de pouvoir garder, je pense, enfin développer le toucher, quoi. Le toucher, c'est quand même le premier sens qu'on développe dans l'embryon. Et c'est un toucher, c'est un sens qui a été énormément galvaudé, qui l'est toujours, hein. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec les années Covid, où chacun chez soi, personne ne se touche, alors qu'on sait bien que les enfants, des nouveau-nés qu'on ne touche pas, ce sont souvent des nouveau-nés qui vont mourir. Ouais. Donc là, c'est un sens auquel j'aimerais redonner ces lettres de noblesse. Peu importe le massage thaï, le shiatsu, l'ostéo, en fait, tout ça on s'en fout, quoi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est cet art du toucher. Comment rentrer en contact avec quelqu'un et comment dialoguer. Qui vient te voir pour prendre un traitement, un soin? Pour prendre un soin? Ouais. Bah, pourquoi on vient te voir? Pourquoi on vient me voir? Je sais pas, parce qu'on m'a recommandé, parce que le bouche à oreille, parce que... Mais c'est des personnes parce que je prends soin des gens et qu'aujourd'hui je reçois les gens pendant 2 heures, parce que je pense que je m'occupe de façon holistique de leur être, et voilà. Et du coup, c'est des gens qui viennent parce qu'ils ont une pathologie ou parce qu'ils... J'ai des gens, j'ai tout, j'ai des gens qui ont effectivement des pathologies, bien sûr, qui viennent, j'ai des gens qui viennent en préventif, j'ai les deux. Parce qu'initialement, le massage thaï, de manière traditionnelle, conventionnelle, c'était une thérapie, enfin c'est toujours d'ailleurs, mais c'était des soins plutôt préventifs en fait. Où il y avait aussi beaucoup de... Toute l'approche orientale de la médecine, oui, que ce soit en médecine chinoise, en shiatsu, en massage thaï, effectivement, c'était toujours un peu du préventif. Puis le massage fait vraiment partie de la culture. Donc les gens se massaient, la grand-mère massait les petits-enfants, enfin c'était quelque chose où le toucher était très présent. Ouais. Hein, même si on avait une conception du toucher qui parfois aujourd'hui est différente, puisque le massage thaï, traditionnellement, c'est un massage qui est dur. Donc souvent les gens vont en Thaïlande et puis ils reçoivent un massage thaï, ils reviennent, ils disent voilà, mais ça m'a fait mal, moi le massage thaï, pas trop et tout. Alors moi aussi, quand je l'ai appris au départ, parfois c'était un peu dur, et puis quand je suis arrivé ici, j'ai bien vite compris qu'il fallait changer un peu son fusil d'épaule et amener dedans de la douceur, de la tendresse, de la précision, et ça c'est aussi ce qu'amène quelque part tout le toucher ostéopathique. Ouais, ouais. Mais c'est juste l'anthropologie de la douleur qui est différente, si tu veux. Dans un pays comme la Thaïlande, voilà, on dit no pain, no gain. Si on n'a pas mal, on n'ira pas mieux. Bon, pour un ostéo, c'est... Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça me fait penser à ce que je te disais d'ailleurs il y a 2 jours. Il y a beaucoup de patientes qui viennent me voir et qui me disent mais dis donc, massage, vous devriez jamais l'appeler massage thaï, parce que moi j'avais l'image d'un truc douloureux, en souffrance, et que la plupart du temps ce qu'ils avaient vécu dans le tourisme en Thaïlande. Ouais. Et effectivement, ils me conseillaient éventuellement même de changer de nom, parce que pour eux, il y avait des gens qui venaient pas me voir parce que c'était du massage thaï, et que du coup ils pensaient que ça allait être un moment pas super agréable. Ah, écoute, sur changer de nom, je sais pas, ça c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Moi je garde ce nom-là. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, globalement, je fais que de l'ostéo thaï, donc les gens, c'est sûr que ça les rassure quand ils entendent le mot ostéo. Mais le massage thaï a quand même retrouvé beaucoup de lettres de noblesse, ce qu'il n'avait pas quand moi j'ai commencé. Il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, déjà ça avait une connotation sexuelle tout de suite. Quand tu rentrais en France et que tu faisais le massage thaï, 2 personnes sur 3 te rayonnaient. Bon. Ça, c'est quasiment plus personne réagit par rapport à ça. Donc il y a tout un travail quand même qui a été fait, je pense, là, au niveau du massage thaï. Et puis, ce côté dur, c'est vrai qu'il faut faire... en France, on n'aime pas souffrir, surtout quand on va se faire masser. Et donc, il faut, là, s'adapter aussi à notre patientèle. Et je pense que, justement, quand tu comprends ce qui se passe dans le corps, et ben forcément, assez rapidement, tu vas mettre un peu de tendresse dans ta main, quoi. Ouais.
Parce que toi, tu proposes jamais un massage avec de la souffrance ou, enfin, en tout cas de la. Moi, j'ai des patients parfois qui ont mal. Ouais. Bien sûr, ça arrive. Mais c'est toujours pareil. Si tu veux, tu rentres ta main, ça leur fait mal, puis tu ressors, et puis ils ont plus mal. Voilà. Mais le problème, c'est que parfois ça arrive des gens en Thaïlande où le lendemain, le surlendemain, ils ont encore vraiment mal. Ouais. Donc ça, c'est manqué, quoi. Bon, En alors. tout cas, on peut pas faire ça en Europe, si tu veux. Ouais. Les gens reviennent jamais, quoi. Ouais, c'est clair. Donc vous l'aurez compris, hein, le massage thaï qu'on propose, vous aurez pas mal. Ou peut-être juste la première fois, mais après on arrête. Je vais te poser une dernière question. Une question un peu philosophique, mais je sais que tu aimes bien ça. Qu'est-ce que tu penses que tu as apporté au monde? Ouf. Je sais pas. Moi, tu sais, ça fait longtemps que j'essaye de suivre là, cette phrase de Gandhi où il dit change en toi ce que tu veux voir changer dans le monde. Et je suis pas trop. Voilà, j'aime bien ça. Je sais pas ce que je dois amener au monde. Ce que je dois amener au monde, sans doute, voilà, redonner au toucher la place qu'il mérite. Ouais. Et remettre le toucher en lumière et puis faire en sorte que les gens puissent à nouveau communiquer, dialoguer par le toucher. Voilà, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais après, j'ai pas non plus nécessairement l'envie de laisser une empreinte, tu vois, indélébile ou quoi. Enfin, ça me touche à quoi. Me contente de ce que j'ai aujourd'hui, c'est super. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, les cours marchent bien, l'école marche bien, mais je suis passionné et puis une bonne étoile. Ouais. Bah écoute, merci. Bah, moi je voulais te dire que j'étais hyper honoré de pouvoir faire cette interview, mais honoré d'avoir rencontré ton chemin. Parce que, ah oui, si, il y a quand même un truc que je voudrais partager, d'ailleurs qui résonne avec ce que tu as dit par rapport au shiatsu, c'est que un jour j'ai vu David faire, c'était pour la formation de massage thaï dynamique, et puis c'était la fois où tu demandais aux gens de faire, c'était 45 minutes ou 1 heure de massage, mais d'oublier les techniques, en fait, d'y aller avec le flow, quoi, avec le feeling. Et David nous a fait une démo d'une demi-heure sur quelqu'un, et moi on était peut-être 35 autour de toi, ou une trentaine, et il y en avait la moitié qui avait les larmes aux yeux. Moi je pleurais aussi, j'étais plein d'émotions, parce que je voyais ce que je voyais sous mes yeux, c'était magnifique, quoi. J'avais jamais vu ça. Et cette fois-là, je me suis dit, oh ouais, je veux faire ça, en fait. C'est vraiment ce qui m'a. C'est l'un des moments où je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça. Et d'ailleurs, depuis que je connais le massage thaï, ça fait 4 ans maintenant, c'est, je crois, la première fois où je me dis, où je sais où je suis à ma place, quoi. Quand je donne un massage. Et du coup, c'est grâce à toi. Alors, vraiment, tu sais, voilà, hein, moi c'est aussi la Jen Chayut qui m'a ouvert les portes de ce monde-là et de la façon dont lui travaillait. Et il était thaï, mais il travaillait comme aucun autre thaï, quoi. Et avec lui, c'était incroyable, quoi. T'as l'impression qu'il te mettait dans la machine à laver et puis ça tournait, ça brassait, ça. Tout à la fin, tout circule, tout se remet en place tranquillement et finalement sans rien chercher, quoi. Juste en jouant presque ou en développant une sorte de calligraphie évanescente sur un futon, quoi. Et sans intention, en tout cas. Peut-être l'intention d'être. Je sais pas. Je crois pas qu'on puisse travailler sans intention. C'est une grande question philosophique. Quand on a l'intention de ne pas avoir d'intention, bah déjà on en a une. Donc peut-être qu'il vaut mieux avoir une intention très claire.
mais en tout cas sans chercher de résultat, quoi. Ouais. Voilà. Et puis sans s'attacher comme on dit dans la Bhagavad Gita, aux fruits de tes actions, quoi. Et, voilà, on est là, c'est un moment, on partage, il sortira ce qui sortira entre toi, entre deux êtres et un espace entre ces deux êtres. Et puis ça c'est j'aime qu'il reste ce côté mystérieux de la vie, des choses qu'on ne peut pas nommer, quoi. Trop bien. Faut vivre. Merci David. Merci à toi. Du coup, je mettrai le lien de ton école avec tous les cours, etc. Et puis toi, tu fais des traitements et des soins vers chaque moi fois. j'habite à Aiguille, à côté d'Aix-en-Provence. Et voilà, l'école Luliani, elle se trouve à Sainte-Cécile-des-Vignes. Et puis voilà, j'ai beaucoup enseigné à l'étranger aussi. Donc, mais bon, tous les cours sont sur le site. Ok, super. Voilà. Merci. À toi. Merci à bientôt.